La ville de Villeneuve sommeillait sous un voile de brume perpétuelle. Niché au cœur de la campagne française, c'était le genre d'endroit oublié par le temps. Ses rues pavées murmuraient des époques révolues, chaque pierre gardant ses secrets. Le secret le mieux gardé de tous se trouvait à l'orée de la ville, le manoir abandonné des Beaumont. Caché derrière des arbres noueux et du lierre envahissant, il se dressait comme un témoignage imposant d'un passé tragique. Le manoir était désert depuis près d'un siècle, ses fenêtres comme des yeux vides fixant la ville. Les habitants chuchotèrent des histoires sur la famille qui résidait autrefois entre ces murs, une famille qui aurait connu une fin macabre. Leurs murmures brossaient des tableaux saisissants d'une présence obsédante à jamais piégée dans le manoir en ruine. Pour les habitants de la ville, le manoir Beaumont n'était pas seulement un bâtiment délabré. C'était une entité vivante, enveloppée d'une aura inquiétante. Les générations s'étaient succédé, et à chaque génération, les récits sur le manoir Beaumont devenaient plus effrayants. Certains parlaient de lumières étranges qui scintillaient aux fenêtres les nuits de tempête, visibles uniquement par ceux qui étaient assez courageux ou assez fous pour s'aventurer près du manoir. D'autres racontèrent des cris à glacer le sang qui résonnèrent des profondeurs du manoir, des murmures portés par le vent. Une histoire, murmurée plus fréquemment que les autres, parlait d'une jeune fille qui hantait la demeure. La fillette, disait-il, était la dernière survivante de la famille Beaumont, témoin d'une tragédie indicible qui avait coûté la vie à tous ceux qui lui étaient chers. Elle s'appelait Sophie, et on disait qu'elle errait dans les couloirs du manoir à la recherche éternelle de sa famille disparue. Certains prétendaient avoir aperçu son ombre fugitive dans les fenêtres ou entendu ses pleurs lugubres les nuits silencieuses. Par une soirée d'automne fraîche, alors que le soleil plongeait à l'horizon, projetant de longues ombres sur Villeneuve, un groupe d'amis se réunit à l'orée de la ville. Ils étaient jeunes, leur rire résonnant dans le calme de la nuit qui approchait. Il y avait Marc, le pragmatique, toujours la voix de la raison. À ses côtés se tenait Camille, sa curiosité aussi vaste que son esprit. Et complétant leur trio, il y avait Antoine, le sceptique, prompt à rejeter le surnaturel d'une remarque sarcastique. Le sujet de leur conversation feutrée était, sans surprise, le manoir Beaumont. Un défi avait été lancé, alimenté par la bravade de la jeunesse et plus qu'une pincée de fascination morbide. Ils passeraient la nuit dans le manoir, affronteraient les légendes de face et prouveraient si les rumeurs étaient fondées ou non. Alors que les derniers rayons du soleil s'éteignaient, ils scellèrent leur pacte d'un regard nerveux, leur cœur battant à la fois de peur et d'excitation. Les vieilles portes de fer du manoir Beaumont gémirent comme une bête mourante lorsqu'ils les poussèrent. L'air à l'intérieur de la propriété était lourd, chargé de l'odeur de la pourriture et de la terre humide. Un frisson parcourut l'échine de Camille, mais elle continua d'avancer, encouragée par la présence de ses amis. Le manoir se dressait devant eux, sa silhouette se découpant sur le ciel crépusculaire. Alors qu'ils franchissèrent le seuil, les lames de parquet grincèrent en signe de protestation, leurs cris lugubres résonnant dans la maison silencieuse. Des particules de poussière dansaient dans la faible lumière de la lune qui filtrait à travers les fissures des fenêtres condamnées. L'air se fit plus froid, le silence n'étant rompu que par le son de leur propre respiration. Chaque craquement et gémissement de la vieille maison leur donnait des frissons dans le dos, leur bravade cédant lentement la place à un sentiment de terreur troublant. Chapitre 5. La fille à la robe déchirée. Ils se déplaçaient prudemment dans le manoir, leurs pas résonnant dans le silence. Des toiles d'araignée s'accrochaient à leur visage comme des doigts fantomatiques, et l'odeur de moisi emplissait leurs narines. Chaque pièce semblait posséder son propre froid singulier, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés des souvenirs d'un passé tragique. C'est dans l'ancienne chambre d'enfant, au papier peint décollé et délavé, qu'ils firent face à quelque chose de vraiment troublant. Dans un berceau poussiéreux reposait une poupée de porcelaine, sa robe autrefois éclatante maintenant en lambeaux. Mais c'est le visage de la poupée qui leur fit froid dans le dos. Ses yeux, autrefois d'un bleu vif, n'étaient plus que deux orbites vides, fixant le vide avec un regard absent. C'était un regard d'un vide absolu, un vide qui semblait tendre la main et toucher leurs âmes. Chapitre 6. Une supplique d'outre-tombe. Alors qu'ils se tenaient de là, figés dans un moment d'horreur partagée, un nouveau son parvint à leurs oreilles.
C'était un cri doux et plaintif, comme le murmure du vent à travers les arbres. Mais il n'y avait pas de vent cette nuit-là, et le cri semblait provenir de quelque part dans la pièce. Ils se retournèrent lentement, le cœur battant dans leur poitrine, et c'est là qu'ils la virent. Debout dans l'embrasure de la porte, baignée d'un rayon de lune, se tenait la silhouette translucide d'une jeune fille. Ses yeux étaient grands ouverts et emplis d'une tristesse profonde et durable qui leur transperça le cœur. Sa voix, à peine un murmure, leur donna des frissons dans le dos. « S'il vous plaît » implora-t-elle, sa voix résonnant dans la chambre d'enfant vide. « Aidez-moi » Chapitre 7. Démêler les fils du temps. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. La terreur menaça de les submerger, mais la tristesse dans les yeux de la jeune fille les retint captifs. Marc fut le premier à retrouver sa voix, sa peur initiale cédant la place à un étrange sentiment de responsabilité. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix légèrement tremblante. La silhouette de la jeune fille vacilla, son expression un mélange de douleur et de désespoir. « Sophie » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Ils m'ont tout pris. Ma famille, ma maison, même mon nom. » Tandis qu'elle parlait, des fragments de souvenirs jaillirent autour d'eux, comme des braises mourantes, des aperçus d'une époque plus heureuse, d'une famille aimante, d'une vie brutalement brisée. Chapitre 8. Le secret du journal verrouillé. La présence de Sophie semblait s'immiscer dans la trame même de la maison, sa douleur palpable dans l'air froid. Poussés par un mélange de peur et d'une nouvelle détermination, ils suivirent sa forme spectrale plus profondément dans le manoir. Elle les conduisit à un vieux bureau poussiéreux, ses étagères garnies de livres reliés de cuir. Au centre de la pièce se trouvait un lourd bureau en bois, sur lequel reposait un seul objet, un petit journal intime relié de cuir, son fermoir terni par le temps. Instinctivement, ils comprirent que ce journal contenait la clé de l'histoire de Sophie, la vérité sur ce qui s'était passé entre les murs du manoir il y a tant d'années. Le souffle coupé, Antoine tendit la main vers le journal, ses doigts effleurant le métal froid du fermoir. Ce faisant, une décharge d'énergie traversa la pièce, et le journal s'ouvrit d'un coup, comme guidé par une main invisible. Chapitre 9. Miroir du passé. Les pages du journal étaient couvertes de l'écriture élégante de Sophie, une chronique poignante de sa vie entre les murs du manoir. À travers ces mots, ils furent transportés dans le temps, témoins des joies et des peines de la famille Beaumont. Sophie racontait les grandes fêtes, les rires qui résonnaient dans les couloirs et le lien indéfectible qui l'unissait à ses parents et à son jeune frère. Mais le ton du journal changea, devenant plus sombre, les mots empreints d'un sentiment croissant de terreur. Sophie décrivait des murmures d'une obscurité menaçante, des menaces contre sa famille et une peur qui rongeait les bords de leur vie, autrefois idyllique. Puis, les mots s'arrêtèrent si brusquement, la dernière entrée inachevée, laissant les amis avec un sentiment de présage effrayant. Qu'était-il arrivé à Sophie et à sa famille ?